Bonjour à tous et bienvenue dans Parlement Hebdo, le meilleur de l'actualité parlementaire à l'Assemblée, au Sénat, avec à mes côtés Oriane Manchin. Bonjour Katia. Bonjour à tous. Et notre invité cette semaine est Fabien Guay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur communiste de Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous cette semaine. Et dans l'actualité, la réforme de l'assurance chômage qui concernera au maximum 600 000 à 700 000 personnes. C'est ce qu'a dit Muriel Pénicaud, auditionnée par les sénateurs. La ministre a contesté les prévisions de l'UNEDIC qui estimait à 1,2 million le nombre de chômeurs concernés par la baisse des allocations. Des équipements vétustes et des conditions de travail détériorées pour les forces de l'ordre. Conclusion de la commission d'enquête parlementaire qui a passé 5 mois en immersion avec des policiers et des gendarmes. Le gouvernement serait-il passé au vert? Un projet de loi sur l'énergie et le climat est débattu au Parlement avec un objectif ambitieux, la neutralité carbone en 2050. Un texte pour lutter contre le gaspillage sera aussi débattu à la rentrée avec peut-être le retour de la consigne. Et puis les sénateurs se sont penchés sur l'avenir de la sidérurgie française, secteur livré à la concurrence des Américains et des Chinois. Le rapport parlementaire préconise de redéfinir une stratégie et une politique industrielle. Et on commence avec Muriel Pénicaud qui était auditionnée cette semaine au Sénat. La réforme de l'assurance chômage ne sera pas votée par le Parlement puisqu'elle passera par décret, mais les sénateurs ont tout de même auditionné la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, sur cette réforme contestée, Fabien Recker. Muriel Pénicaud s'est expliquée devant les sénateurs. Alors que l'UNEDIC a calculé qu'1,2 million de chômeurs verront leur allocation baisser des suites de la réforme de l'assurance chômage, le gouvernement conteste et parle de 700 000 demandeurs d'emploi impactés. Selon la ministre, l'organisme public n'a pas tenu compte des effets psychologiques de la réforme. Et ce qu'on attend, nous, c'est des changements de comportement. Et ça, c'est vrai que le DIC ne pouvait pas, ne savait pas, on ne l'a pas simulé. Et donc, on ne compare pas les mêmes choses. Évidemment qu'on fait cette réforme pour qu'il y ait des changements de comportement, que plus de personnes trouvent un emploi, et un emploi moins précaire. Et pour cela, le gouvernement poursuit un principe, qu'il ne soit pas possible de gagner plus en étant au chômage qu'en travaillant. Ce qui serait le cas d'un demandeur d'emploi sur 5, d'après l'exécutif. La réforme revoit les règles de calcul des indemnités, dorénavant moins avantageuses pour les demandeurs d'emploi. Pas de quoi lutter contre la précarité, selon Laurence Cohen, membre de la Commission des Affaires sociales. Ces arguments, en réalité, sont basés sur le fait qu'ils veulent faire une économie de plus de 3 milliards sur le dos des plus fragiles. Moi, j'aimerais bien que la ministre, elle puisse essayer de s'en sortir pendant 1 mois avec les indemnités d'un chômeur, puis après, elle reviendrait discuter devant nous. La ministre est en tout cas restée évasive face à plusieurs questions soulevées par les sénateurs durant son audition, notamment sur le coût de l'ouverture de l'assurance chômage à certains démissionnaires et indépendants. Fabien Guay, comment expliquez-vous que la ministre soit revenue sur les chiffres de l'UNEDIC? Qui a fait des erreurs de calcul ou pas? Pourquoi ce besoin d'explication? Je ne sais pas si l'UNEDIC ou si c'est le gouvernement qui fait des erreurs de calcul. Ils n'ont pas les mêmes chiffres. Ils n'ont pas les mêmes chiffres. Ce qui est sûr, c'est que c'est 3 milliards d'économies sur les plus précaires de notre pays. L'an dernier, on a supprimé l'ISF, entre 5 et 6 milliards, qui bénéficient aux plus riches. Et là, on cherche à, je dirais, équilibrer le budget de l'État. Et on le fait comment? Sur les chômeurs. Sur le dos des chômeurs? Oui, sur le dos des chômeurs. Et ce n'est pas que les communistes qui le disent. Regardez l'ensemble des forces syndicales. Même la CFDT est en colère sur la méthode, parce que ça sera par décret, mais aussi sur le fond de la réforme, alors que la CFDT, depuis 2 ans, est plutôt un soutien de la politique gouvernementale. Donc là, pour le coup, il y a une unanimité, un front syndical, mais aussi plus largement, on l'a vu lors de la commission, un certain nombre de sénatrices et sénateurs de tous bords ont posé des questions à Mme Pénicaud. En vérité, elle s'attaque aux chômeurs et non pas au chômage. C'est ça la réalité. Et donc, vous allez avoir un problème, c'est que vous allez précariser de plus en plus de gens. Sur un fond de toute façon, ce sont les mêmes qui vous disent qu'il suffit de traverser la route pour trouver un emploi. Donc stigmatisation des chômeurs. Mais bien sûr, c'est une stigmatisation des chômeurs. Pour recharger ses droits, il faudra travailler plus longtemps. Il va falloir, sur le calcul, il faudra travailler plus, mais en moins de temps. Donc en réalité, moi ce que j'appelle, c'est qu'il ne nous faut pas réformer l'assurance chômage, il nous faut réformer l'emploi. Parce que où vont trouver un emploi les gens? À Conforama, qui est en train de licencier, à Auchan, à Carrefour, à Arjowiggins. Vous voyez bien, ceci n'est pas possible. Il faut une réforme du marché de l'emploi
Un, sur la question des aides publiques, qui aujourd'hui permettent de licencier pour les grands groupes et non pas d'investir dans l'investissement et dans l'emploi et les salaires pour soutenir l'économie. Parce que, vous voyez, c'est un marché global. Et puis, sur un certain nombre de filières industrielles, il faut que l'État y ait une maîtrise publique. On a eu, il y a 15 jours, sur la 5G. Ça, c'est un avenir. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le marché se sépare entre les Chinois et les Américains. Nous, qu'est-ce que nous avons fait depuis 15 ans? Nous avons démantelé France Télécom. Nous avons vendu Alcatel à Nokia. Et il n'y a plus de filière industrielle sur ce sujet d'avenir. Est-ce que nous prenons ce sujet-là? La deuxième chose, nous parlerons du projet énergie, je finis. Mais il n'y a pas de filière industrielle sur les énergies renouvelables. Est-ce qu'il y a une maîtrise et on permet que des filières industrielles se développent pour que l'emploi. Parce que franchement, et je finis par là, dire que c'est parce qu'on va précariser les gens qu'on va les pousser à aller au travail, ça c'est la méthode anglo-saxonne, et ce n'est pas vrai. En réalité, il y a plus de travailleurs pauvres. Voilà à quoi veut nous mener ce gouvernement. Juste sur cette réforme de l'assurance chômage, est-ce qu'il n'y a pas quand même du bon? Les bonus-malus sur les contrats courts, par exemple, c'est une bonne idée bonus, ou pas malus, du tout? mais vous avez vu que sur cette branche professionnelle, par exemple, dans le même temps, on exclut la propreté. Mais en même temps, on a une grande déclaration de Mme Marlène Schiappa pour nous dire, moi, il y a 15 jours, moi, les femmes de ménage, je vais les avoir à cœur et je veux les soutenir. Si elle voulait les soutenir, il fallait que la branche professionnelle de l'hygiène soit sur le bonus-malus. Ça aurait été une véritable avancée. Alors, bien sûr... Tout est à jeter dans cette réforme de l'assurance chômage. Non, je dis que sur les bonus-malus, sur les 7 branches professionnelles, il y a notamment la restauration et l'hôtellerie. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Vous voyez, c'est que ça concerne que cette branche professionnelle, l'hôtellerie et la restauration, mais derrière, on a la pub. Bon, franchement, le MEDEF a voulu que ça soit très restreint à quelques secteurs. Ce n'est pas là. Il faut étendre, par exemple, le système de bonus-malus. Rapidement, vous parliez de l'emploi. Les chiffres du chômage sont plutôt bons. Il pourrait être de 8,3 fin 2019. Le chômage baisse. Ah bon? Vous trouvez? En tout cas, les chiffres du chômage sont meilleurs que depuis le début du quinquennat. Vous contestez ces chiffres? Oui, je les conteste. Parce que la précarité s'étend dans notre pays. Vous voyez, quand vous auditionnez les associations caritatives... Donc c'est en trompe-l'œil pour vous, ces chiffres? Mais bien sûr, parce qu'on raye les gens. Parce qu'on raye les gens. Vous voyez, on raye. Mais quand vous rayez les gens, ils vivent toujours. Ils ont des noms, des prénoms et des visages. Vous voyez, quand ils sont rayés d'un fichier. Et la précarité s'étend dans notre pays. Quand vous auditionnez les associations caritatives, elles vous le disent qu'il n'y a jamais eu autant de précarité chez les jeunes, mais aussi chez les retraités. Il y a des retraités qui, dans ce pays aujourd'hui, n'arrivent pas à vivre dignement de leur retraite et sont obligés d'aller reprendre un emploi. Vous trouvez ça normal? Moi, non. Eh bien, on va passer à un autre sujet, Fabien Gay, puisqu'à l'Assemblée, une commission d'enquête a évalué les conditions de travail de la police et de la gendarmerie. 5 mois en immersion, 250 auditions et un rapport sans équivoque. Un système proche de la rupture des conditions de travail dégradées des forces de l'ordre, le constat de ce rapport parlementaire sur les missions et moyens des forces de sécurité est sans appel. Maïté Frémont. Des cafards, des toilettes inondées ou encore des voitures en très mauvais état. 2 ans après ces photos prises par des policiers, c'est au tour des parlementaires de tirer la sonnette d'alarme. Pour ce rapport, ils ont été 13 735 à témoigner. Des policiers, des gendarmes, des réservistes. Tous font état d'une situation critique déjà maintes fois dénoncée. Ce qui les inquiète, ce sont d'abord leurs logements. Le chiffre est éloquent. 80% des casernes ont par exemple plus de 50 ans. Leurs véhicules aussi sont jugés vieillissants. Plus de 7 ans, c'est l'âge moyen d'une voiture de la police nationale. Le rapport préconise donc de rajeunir le parc automobile, ce qui coûterait 40 millions d'euros au minimum. Autre conclusion, la mise en avant de l'accumulation des heures supplémentaires, 164 heures en moyenne par agent de la police, ce qui représente pour les ressources humaines plus de 272 millions d'euros. Les tâches administratives sont également pointées du doigt. 28 heures, c'est le temps en moyenne consacré pour rédiger une procédure, une activité trop complexe qui se multiplie pour les forces de l'ordre. Pour améliorer leurs conditions de travail, 27 propositions ont été retenues, parmi lesquelles moins de lourdeur administrative et bien sûr plus de moyens, avec à la clé des recrutements d'effectifs. Fabien Gay, vous avez vu ces images, ces chiffres révélés par ce rapport parlementaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un excellent rapport fait par nos 2 collègues de l'Assemblée nationale,
un membre de l'UDI et l'autre de La République En Marche, l'ancien patron du RAID. Mais voilà. Mais j'ai envie de vous dire que je n'ai rien appris. Excellent rapport qui nous remet une situation que nous connaissons déjà. Parce qu'il suffit d'aller porter plainte dans un commissariat et on voit les conditions de travail des agents. Donc la sonnette d'alarme est tirée maintenant depuis des années. Et comment vous expliquez que rien n'a été fait depuis ? Je vais vous dire, c'est que nous pouvons collectionner les rapports. Mais après, c'est qu'est-ce que nous en faisons ? Là, nous avons un excellent rapport qui nous dit, grosso modo, je n'ai pas tout à fait le même chiffre, il dit 50 millions d'euros, on pourrait se remettre à niveau, notamment sur la question des casernements, parce que c'est un véritable scandale. Mais après, soit on prend le rapport et puis on va le mettre sous une bibliothèque pour caler les armoires. Il y avait déjà eu un rapport sénatorial. Mais oui, mais la même chose. Mais oui, mais par exemple, on pourrait reciter le rapport de nos collègues aussi ici sur les services publics en Seine-Saint-Denis, qui faisait police, justice, éducation et qui disait que c'était un désert et que même l'école la mieux dotée de Seine-Saint-Denis était de toute façon pire que la pire école de Paris. Vous voyez, donc des rapports, ils sont successifs. Mais il arrive dans la vie d'un parlementaire, je crois que c'est entre octobre, novembre et décembre, ça s'appelle le budget. Vous voyez ? Donc on fait des rapports de janvier à octobre, on est tous et toutes d'accord, on les vote dès demain, tout le monde dit mais il manque des moyens pour les services publics. Et après, il arrive le budget de l'État. Et là, il y a moins de mains qui se lèvent quand il suffit de dire mais augmentons le budget pour nos policiers. Et pourquoi ? Comment vous l'expliquez ? Augmentons, par exemple, nos budgets pour les hôpitaux. Parce qu'Alain Brunel, député du Nord, vous avez vu, il a passé 6 heures dans les urgences et il a dit que les conditions de travail étaient exécrables pour les médecins et les infirmières. Donc il faut après lever la main, vous voyez, lors des budgets pour dire augmentons. Et là, il y a une contradiction forte. Par exemple, nos collègues de droite et d'En Marche, que vont-ils faire lors du budget 2019 ? Est-ce qu'ils vont dire au ministre Bruno Le Maire, à Bercy, entamer un bras de fer pour dire il faut les 50 millions de rattrapage ? Oui ou non ? Moi, je m'y engage. Je pense que les communistes, ici, à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, s'y engageront. Mais vous voyez, après, ça sera peut-être plus compliqué pour les droites sénatoriales et les droites d'ici, de l'Assemblée nationale. La sécurité des Français est en jeu quand on voit les policiers, les gendarmes travailler dans des conditions comme ça, pour vous ? Mais oui, mais attendez, moi, je suis du Blanc-Ménil, vous voyez ? Quand je vais au commissariat, ça m'est déjà arrivé 1 à 2 fois dans l'année, et qu'ils me disent qu'ils n'ont même pas de voiture pour tourner la nuit. Parce que soit ils n'ont pas la voiture, soit ils ne sont pas assez nombreux au commissariat. Bah oui, c'est la sécurité de l'ensemble des habitants, mais aussi la leur qui est en péril. Et donc ça va craquer. Mais je le redis, la droite sénatoriale proposait 500 000 fonctionnaires en moins. Emmanuel Macron dit 150 000 fonctionnaires en moins. Il y a une contradiction. Là, je le dis, ce rapport-là, il ne faut pas qu'il reste lettre morte, il faut le pousser jusqu'au budget de l'État. Et on verra qui votera. Vous voyez ? Et je vous fais confiance pour donner les noms de qui votera pour et qui votera contre. On suivra tout ça ici. Voilà. Allez, autre sujet, le gouvernement qui cherche à verdir sa politique avec 2 lois sur l'écologie. Et tout d'abord, le projet de loi énergie-climat porté par François de Rugy, déjà voté à l'Assemblée nationale, il sera examiné en séance au Sénat la semaine prochaine. Mais la Chambre haute a apporté des modifications. Aurélien Romano. Le projet de loi énergie-climat affiche des objectifs ambitieux à l'issue du vote à l'Assemblée avant d'arriver au Sénat. Dès 2022, fermeture des centrales à charbon. Dès 2035, diminution de la part du nucléaire à 50%. Et atteindre la neutralité carbone en 2050. Ces objectifs de long terme ne sont pas assez concrets pour la Commission des affaires économiques du Sénat qui a introduit des étapes intermédiaires, notamment sur la production d'hydroélectricité, sur l'éolien en mer ou encore sur le gaz. Sur le gaz, pareil, on a donné des objectifs et dans cette PPE, programmation, on n'est même pas dans la trajectoire de l'objectif de 10% de biogaz. Donc là encore, je crante dans du réalisme. Il faut donner des ambitions, des chiffres atteignables, mais surtout donner une lisibilité de l'action. Autre apport du Sénat, chaque dispositif devra inclure un bilan carbone, un outil indicatif qui devrait permettre de prendre mieux conscience du coût réel de chaque équipement énergétique. Ce n'est pas uniquement l'installation sur un territoire qui doit être prise en compte, c'est aussi sa fabrication, les conditions dans lesquelles cet outil permettant de produire de l'énergie renouvelable a été réalisé. Sur le nucléaire, en revanche, le Sénat n'est pas allé plus loin que le gouvernement. Les sénateurs écologistes le regrettent et attendent le débat en séance afin de proposer de nouveaux amendements. Ça sera une discussion en séance, de voir si on a
des plafonds de production nucléaire plus précis pour forcer effectivement à cette réduction et pour que les 12-14 réacteurs annoncés comme devant fermer pour 2035 soient vraiment des fermetures obligatoires parce qu'on aura mis des plafonds de production nucléaire dans la loi. Les écologistes déplorent aussi un recul du Sénat sur la lutte contre les logements énergivores appelés passoires thermiques. En commission, la sanction prévue contre les propriétaires est remplacée par une phase dite incitative, une manière de repousser les travaux nécessaires. Est-ce que vous pensez que ce texte est plutôt assez ambitieux ou au contraire pas du tout ambitieux ? C'est très compliqué parce que l'ambition, nous la partageons. Par exemple, la neutralité carbone à l'horizon 2050, je crois que tout le monde est pour. Moi, je suis un écologiste convaincu. Et c'est pour ça que je suis communiste. Je pense que l'humain et la planète, ça doit être notre combat quotidien. Et sur un avenir de long terme, sur les questions d'énergie, de transport, de rénovation des logements. Tout ça, il faut s'y attaquer. Parce que si nous ne faisons rien, dans 10 ans, le pouvoir politique ne pourra plus rien faire. Il y aura des conséquences irréversibles pour notre planète. Donc c'est maintenant qu'il faut changer notre système, changer nos productions. Alors là, oui, c'est toujours pareil, il y a une ambition forte. Vous voyez, c'est comme une pastèque. Elle est verte à l'extérieur, mais quand on l'ouvre, c'est plus la même couleur. Ben c'est pareil, c'est la même chose. Là, vous n'avez pas les moyens. Comment on y arrive ? Pas les filières industrielles. Par exemple, moi je suis pour qu'un mix énergétique, les énergies renouvelables, progressent. Mais nous avons une question. Quelle filière industrielle pour créer par exemple les éoliennes offshore ? Les seuls qui ont été faits à Saint-Nazaire et tout, attendent encore le peu de moyens pour se développer. Vous voyez, donc on peut avoir des belles ambitions, mais derrière, il faut que ça suive. Et il faut mettre de l'argent. Il y a des experts qui disent que c'est 400 milliards sur les 30 prochaines années qu'il faut investir massivement pour changer notre modèle. Mais on n'a pas l'once d'un premier centime dans ce projet de loi. Et puis, je le dis, nous avons un débat de fond. Est-ce que nous pensons que c'est le privé qui va pouvoir régler tout cela ? Ou est-ce qu'il faut une maîtrise publique ? Parce que dans le même temps où vous votez énergie-climat, je vous dis 2 points, vous êtes en train de démanteler EDF en 2 filières. La filière énergie nucléaire, aujourd'hui, comme c'est elle qui est déficitaire, vous la nationalisez, puis les énergies non renouvelables et la distribution, vous la livrez au marché. Et puis quand vous parlez de neutralité carbone à l'horizon 2050, mais qu'en même temps vous êtes ici en train de ratifier le CETA à l'Assemblée nationale, et que l'Union européenne vient de signer l'accord avec le Mercosur, dont on sait les dégâts que ça va faire pour notre agriculture, pour nos dangers sanitaires et sociaux, pour les normes environnementales, tout ceci, vous voyez, n'est pas sérieux, c'est une cohérence d'ensemble. Et encore une fois, il y a des belles ambitions, mais les actes nous trahissent. Trahissent le gouvernement. Un mot sur les passoires thermiques, puisque c'est l'un des points de ce texte. Est-ce que pour vous, il faut sanctionner les propriétaires de ces logements ? Il faut un plan Marshall. Un plan Marshall. Vous m'entendez ? Si on rénove au même rythme qu'on le fait aujourd'hui, vous savez combien il faudra d'années ? 140 ans. 140 ans pour venir à bout des 7,5 millions de passoires thermiques qui inondent le territoire, et c'est les plus précaires qui habitent ces passoires thermiques. Donc en vérité, vous faites peser une double menace sur eux. Donc il faut un plan Marshall, investir massivement. Je suis pour qu'on incite au maximum, pendant peut-être jusqu'en 2025, et qu'ensuite nous passions à des sanctions. Il faut laisser 7 ans, voilà, ça pourrait être déjà, vous voyez, 7 ans, on n'est pas quand même sur le bâton, et puis après passer à des sanctions. Oui, mais il faut inciter massivement. Allez, on passe au Sénat qui se penche sur l'avenir de la filière sidérurgie. La mission d'information sénatoriale sur l'avenir de la sidérurgie a remis son rapport cette semaine. La filière a des atouts mais souffre d'une mauvaise image. Le Sénat fait plusieurs préconisations pour aider cette filière. Jérôme Rabier. La filière sidérurgique française subit depuis des années les mutations mondiales du secteur. Face aux États-Unis qui pratiquent le dumping ou à la Chine qui produit désormais plus de la moitié de l'acier mondial, la France a pourtant des atouts. La mission d'information sur cette filière stratégique pour toute l'industrie préconise dans son rapport de beaucoup mieux accompagner les acteurs du secteur pour ne pas sombrer d'ici quelques années. La filière sidérurgique française comme européenne vit une crise importante de surcapacité mondiale, de fermeture d'un certain nombre de marchés et d'une incapacité de l'Europe notamment de réagir suffisamment rapidement pour protéger son industrie sidérurgique. Pour le président et la rapporteure, les réponses doivent être européennes et françaises, avec par exemple l'instauration d'une taxe carbone aux frontières de l'UE pour ne pas pénaliser l'acier français.
ou encore en développant une vraie spécificité française de recyclage de ce métal. Et pour les sénateurs, l'État ne doit pas intervenir seulement quand les choses vont mal, comme sur le dossier Ascoval, mais développer une vraie stratégie sidérurgique française. Il faut changer de braquet, il faut prendre toute la dimension du besoin de nos industries, de la sidérurgie. Un ministère de l'Industrie, c'est maintenant, parce que c'est maintenant qu'il faut prendre toute la dimension de cet enjeu. Après, il sera trop tard. Car si la filière pâtit d'une mauvaise image, due aux fermetures par exemple des hauts fourneaux de Florange ou des difficultés d'Ascoval, elle emploie encore 38 000 personnes en France et peine à trouver des profils alors qu'elle prévoit 5 600 recrutements d'ici 2025. Voilà pour ce bien sombre tableau. Est-ce que vous pensez, Fabien Gay, que l'État peut encore quelque chose pour la sidérurgie en France face aux géants chinois et américains et à leur stratégie? Bah oui, j'ai fait partie de cette mission et menée, je le dis, avec brio par Madame Létard et Monsieur Ménonville. Et on a d'ailleurs, on est tombé d'accord sur un certain nombre de points. Est-ce qu'il y a besoin d'acier dans le futur ou pas? C'est ça la question. Oui. Parce que pour faire notamment la transition écologique, il faudra de l'acier sur le secteur automobile. Donc est-ce qu'il faut mieux que ça soit construit en France et en Union européenne, ou plutôt en Chine, au Brésil ou aux États-Unis? Tout est là la question. Nous pensons qu'il y a un avenir pour une filière industrielle en France et construire des champions européens. Mais pour cela, il faut d'abord qu'il y ait un ministre de l'Industrie qui s'occupe des questions. Vous êtes pour la mise en place d'un ministère de l'Industrie à part entière. Le problème qu'on a en France, depuis maintenant avec ce gouvernement, c'est qu'en vérité, vous n'avez plus de ministre de l'Industrie. Donc c'est le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui à chaque fois qu'il y a un problème, lui prend les dossiers. Mais il n'y a pas un ministre de l'Industrie qui a une vision d'avenir pour impulser notamment les filières et notamment sur la question sidérurgique. Question d'actualité, toujours parlementaire cette semaine. ADP, Aéroport de Paris, que le gouvernement veut privatiser. Un référendum, et vous demandez un référendum. La collecte de signatures est en cours. Est-ce que vous pensez que le gouvernement freine cette collecte de signatures? Il en faut 4,7 millions. Il n'y a pas que moi. Nous avons été... D'abord, c'est parti du Sénat, puisque le Sénat a voté contre pendant la loi Pacte. Puis ensuite, on a voté une deuxième fois contre. Et ensuite est née l'idée d'avoir un référendum d'initiative partagée qui faisait écho un peu au mouvement social pour plus de démocratie. 248 parlementaires de toutes tendances, de tous bords, sauf La République En Marche, ont co-signé cette proposition de référendum. Et franchement, depuis le 13 juin, la mise en place, sans en vérité de débat sur les chaînes publiques, ce que nous demandons, sans que le ministère de l'Intérieur joue le jeu, je le dis comme ça. Franchement, on a un site internet qui ressemble plus à un Skyblog des années 2000, plus qu'au site internet. C'est qu'il ne joue pas le jeu ou c'est qu'il empêche cette collecte de signatures? Ils freinent des pieds, voilà, on va le dire franchement. Tout était sur les rails pour privatiser ADP, pour faire cadeau à Vinci et aux copains. Et bien maintenant, ceci prend un mauvais virage. Et dans ces conditions, en 24 jours, 500 000 personnes ont déjà co-signé cette proposition de référendum. C'est un exploit. Et je peux vous dire que ça ne va pas s'arrêter. Oui, il faut 4 710 396 signatures précisément pendant 9 mois. Nous menons une campagne, des forces associatives, syndicales sont mobilisées, plus de 100 organisations. Nous demandons maintenant la mise en place d'un comité de suivi à M. Castaner. Nous étions d'ailleurs une trentaine de parlementaires à la place Beauvau hier pour exiger la mise en place de ce comité de suivi. Et nous demandons que les chaînes publiques fassent une promotion de ce référendum. La question n'est pas oui ou non, vous êtes pour la privatisation. Non, non, non. La question est, est-ce que nous donnons la parole au peuple? C'est une question démocratique. Depuis 1986, il y a eu 1500 privatisations. 1500. On n'a jamais demandé son avis au peuple. Là, vous avez l'occasion, prenez la parole, signez cette proposition de loi référendaire. Fabien Gay, petite question avant de terminer cette émission sur François de Rugy, qui est donc dans la tourmente après les révélations dans la presse au sujet de ses dépenses et dîners jugés fastueux à l'hôtel de la Sey au temps où il était président de l'Assemblée. Est-ce que vous pensez que ces révélations, ces agissements sont de nature à abîmer l'image du Parlement et des parlementaires? Alors, deux choses. Moi, j'aime jamais hurler avec les loups, mais là, franchement, c'est inacceptable. Je le dis comme ça. C'est les mêmes qui vous font des grandes leçons sur la probité en politique, sur on est le nouveau monde, sur les gilets jaunes, il faut qu'ils se taisent parce qu'avec 1000 balles par mois, on vit bien, mais ils ont qu'à faire. Et quand les gens voient qu'on s'empiffre de homards, de grands crus, tout ça aux frais de la princesse, pour eux, c'est inacceptable.
Donc bon, voilà, après chacun en tire les conséquences. Moi, je ne suis pas de ceux qui demandent les démissions, le remplacement, tout ça. Les gens prennent leurs responsabilités. A priori, non. Mais franchement, ceci ne donne pas une bonne image. Il y a eu l'affaire Benalla l'été dernier, c'est l'affaire de Rugy cette année. Bon, ben voilà, chacun en tire les conséquences. Mais est-ce qu'il est encore crédible en tant que ministre, François de Rugy? C'est quand même un de ceux qui nous donne des grandes leçons à longueur de journée. Il a mis en place une réforme à l'Assemblée. Une grande réforme. D'ailleurs, il faudrait un jour faire le bilan de cette grande réforme. Vous voyez, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Parce qu'on a interdit, par exemple, que les conjoints soient collaborateurs ou collaboratrices. Mais en fait, on s'aperçoit, c'est dans la presse, qu'en fait, ils se sont échangés. Vous voyez, il y en a certains qui sont devenus des collaborateurs ou collaboratrices de d'autres députés. Donc si c'est ça la République exemplaire, ça me fait beaucoup rire. Il reste encore à faire. Merci. Il reste beaucoup à faire, mais pas avec les gens qui s'empiffent de caviar et de homard et de grands crus. Ce sera le mot de la fin. Merci Fabien d'avoir été l'invité de cette émission. Merci Oriane. Merci Katia. Dernière émission ensemble. Oriane, on vous retrouve l'an prochain aux commandes de la matinale. C'est la fin de cette émission. Très bonne suite de programme.